il m'a semblé très important de faire intervenir Sylvain Baron au sujet de la manifestation prochaine qui se tiendra le 3 octobre à Paris devant les médias. Et ça, on va en parler. Et justement, donc je vais laisser le premier intéressé se présenter, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc vas-y, fais ta présentation, puis après on parlera de tout ça. Donc, je m'appelle Sylvain Baron, j'ai 40 ans, ça fait 10 ans que je suis activiste politique. Autrefois, j'étais chauffeur routier, puis on va dire que ce qui m'a amené sur le terrain politique, ça a été des questions de décroissance, d'intérêt pour les sciences, les technologies, et puis surtout la grande question pour moi, c'était de me dire il est quand même assez étrange que l'on nous impose un régime de libre-échange, alors qu'on nous prévient que les matières premières, et notamment sur le pétrole, vont venir à manquer. Donc la première façon de réguler, on va dire, notre consommation de pétrole, c'est déjà de réguler notre commerce international et de relocaliser au maximum la production et la consommation. Donc c'est ça qui m'a amené à la politique et ça m'a amené à découvrir l'Union européenne et les traités qu'il y a dedans, à constater qu'en fait c'était un problème davantage démocratique et de souveraineté. Donc, en fait, c'est un sujet, on amène à chaque fois un autre. Et j'ai commencé d'abord par un parti politique, donc c'était l'UPR à l'époque. Je voyais que ça marchait pas sous l'angle partisan, donc j'ai continué, j'ai monté un journal qui a tenu 1 an, qu'on distribuait à Bordeaux. J'ai décroché des drapeaux européens et puis je me suis d'abord fait connaître comme ça. J'ai continué avec d'autres façons de me révolter. Un truc qui s'appelle la révolte monétaire dont je ne reparlerai pas ici. Et puis évidemment des manifestations là qui sont régulières depuis 5 ans devant les grands médias, puisque le nerf de la guerre, de toute façon, peu importe ce que l'on pense dans ce pays, si on n'est pas d'accord avec la doxa, le système, c'est déjà de pouvoir s'exprimer librement dans nos médias publics. C'est quand même le minimum. Or, tous les médias qui sont privés au public prennent en otage la pensée politique. Ils ne cessent de délivrer un seul son de cloche, la fameuse pensée unique. Donc, si on règle ce problème-là, à mon sens, par un bon coup de pression populaire, je pense qu'on pourra régler d'autres problèmes plus politiques cette fois-ci. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Hein. De toute façon, on dit souvent pouvoir, information. Ce n'est pas pour rien. Hein. C'est ce qui vient en même temps que l'argent, quoi, en quelque sorte. C'est ça qui maintient. Donc oui, donc plus particulièrement, donc en rapport avec ça, hein, le fait d'être devant les médias. Je l'ai dit en introduction, donc bientôt, dans une quinzaine de jours, se tiendra une manifestation, donc le 3 octobre, devant ces médias-là, donc, à Paris. Tout à fait. Donc, comme tous les mois, c'est tous les premiers samedis du mois déjà. Donc la prochaine après le 3 octobre sera le 7 novembre et ça continuera. La prochaine, donc celle qui arrive, c'est le 3 octobre. Elle débutera comme à chaque fois devant la maison de la radio à 13h30. Un cortège nous élancera en direction de TF1, puis nous arriverons devant C8 et CNews, qui sont le même bâtiment, dans le même quartier. Nous traverserons le pont d'ici pour arriver devant France 24. Nous continuerons jusqu'à BFM et nous terminerons dans un grand rassemblement devant les locaux de France Télévisions. Donc on passe en fait devant tous les grands médias audiovisuels du pays. Et le but du jeu, c'est d'être suffisamment nombreux, et toujours de plus en plus nombreux, au fil des mois et on va espérer des semaines petit à petit, pour que les journalistes commencent à nous prendre au sérieux et se disent il vaut mieux leur donner la parole, les écouter, plutôt que s'enfermer dans notre truc, dans notre tour d'ivoire, et ne pas savoir jusqu'où ça va aller. Parce qu'il y a un moment, forcément, on risque d'être dépassé par les masses si on est vraiment nombreux. C'est toute la question justement qu'on peut se poser, parce que jusqu'à présent, vous étiez moins nombreux que les manifestations classiques des Gilets jaunes qui sont à Paris. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait effectivement si beaucoup de monde venait à intégrer le cortège. Je vais déjà expliquer l'éthique de travail, parce que ça c'est quelque chose où je me fâche beaucoup avec certaines personnes, mais il faut la comprendre. Nous n'avons pas les moyens d'être dans un rapport de force avec les policiers, très clairement. Je veux dire, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas, même pas en termes de mobilisation actuellement, nous ne sommes pas capables d'être des millions. Donc quand bien même il y aurait suffisamment de suicidaires autour de nous qui seraient prêts à se jeter sur les flics en sachant qu'il y aurait des balles perdues, nous n'avons pas ce rapport de force. Donc la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de dire ok,
le rapport de force nous est pas favorable sur ce plan-là, sur le plan strict de la force. Par contre, on peut tout à fait faire un excès de zèle sur les questions de procédure et de ce qu'on appelle vulgairement du pacifisme, en disant voilà, nous on respecte tout, la loi, les règles, on fait vos procédures à la con. On n'est pas là pour casser quoi que ce soit, des vitrines, pénétrer sauvagement dans les locaux ou brûler des voitures et des poubelles, ou agresser des flics ou les provoquer de toutes les façons possibles. Au contraire, on veut que ça se passe bien, parce que si ça se passe bien, première chose, le préfet n'a absolument rien contre nous. Donc il ne peut pas nous interdire des lieux de rassemblement réguliers qui sont quand même devant des sites sensibles, à savoir les médias. Je veux dire, si par exemple le préfet interdit les manifestations sur les Champs-Élysées, c'est parce qu'il y a 2 sites extrêmement sensibles sur les Champs-Élysées. Il y a d'abord l'Élysée tout court, ça paraît évident, qui est un bâtiment militaire, donc c'est pas tout à fait étonnant. Et puis surtout, il y a des ambassades, dont l'ambassade américaine. Voilà la raison qui fait que le préfet est un peu inquiet, parmi tant d'autres raisons, on va dire. Mais surtout, si dès le départ, les manifestations qui avaient eu lieu sur les Champs-Élysées, elles avaient été déclarées, ça s'était bien passé. Il n'y avait pas eu un seul casseur, pas eu un seul problème. Là, à la rigueur, ce serait jouable parce que le préfet n'aurait aucune antériorité pour se dire, pour juger de la possibilité de laisser manifester des gens entre telle heure et telle heure sur tel axe. Donc, quand il a une antériorité en disant ça s'est mal passé, j'interdis d'office. Si nous, on est zélés en se disant bah non, on va pas lui donner cette opportunité, on va pas lui laisser cette carte-là que nous interdire de nous rassembler sur des points stratégiques, que sont les médias, très clairement, en fait, on gardera la place. Et le but, c'est d'être de plus en plus régulier, parce que tant qu'on n'a pas atteint chaque mois plusieurs milliers de personnes à minima, le bon chiffre, c'est entre 3 000 et 10 000 personnes, on ne cherchera pas à rapprocher ces manifestations. Le but, c'est de les déclarer de plus en plus souvent, de dire, bon, bah, la fréquence était mensuelle jusque-là, maintenant qu'on est nombreux, on va commencer à passer à une fréquence hebdomadaire, et on ne s'interdira pas d'avoir une fréquence quotidienne si vraiment on a des gens qui sont déterminés, prêts à revenir tous les jours, pour être bien certain que les médias comprennent ce qu'on est en train de faire. Et le but, c'est simplement de dire, voilà, on arrive tranquille, apaisé, on n'est pas là pour foutre le boxon, on n'est pas là pour entrer dans les bâtiments. Au contraire, on fait voir qu'on est des gens civilisés. Parce que même du point de vue médiatique, c'est aussi une image que l'on donne. Quand on leur donne aucune image de voitures brûlées, de poubelles brûlées, de confrontation avec les flics, ça les fait chier. Ils ne peuvent pas nous présenter comme des voyous. Nous ne sommes que des simples citoyens, nous obéissons aux lois, contrairement à nos politiciens. Par contre, il y aura bien une délégation qui, forte de cette mobilisation, qui pèse pour elle, pourra aller dans les locaux, aller négocier avec ces différents médias un certain nombre de revendications que l'on peut porter. Oui. Voilà un peu l'éthique de travail. Mais après, le fait d'être irréprochable, tu le sais comme moi, on peut trouver toujours des occasions de dire qu'il y a toujours quelque chose à reprocher. Autant à une personne qu'à une foule. Alors, ça dépend quand même, je pense que ça tient beaucoup des organisateurs et puis aussi des gens qui ont entendu l'appel, parce que évidemment, si... je vais te donner un exemple concret. En début 2019, on a été plusieurs milliers devant les médias, parce que Éric Drouet, qui est donc un leader d'opinion assez connu, qui a une certaine visibilité, a relayé notre appel, mais sans donner les précisions. Il n'avait pas expliqué qu'on allait faire des pauses devant chaque média, quel était un peu l'itinéraire. Il n'avait donné aucune précision. Donc ça a été un gros bordel. Et c'est simplement parce que les autorités préfectorales me connaissaient bien, savaient que comme j'étais à l'organisation, que ça faisait longtemps que je faisais ça et que je faisais mon mieux pour gérer au mieux, qu'ils ont été souples et qu'on a évité un pugilat en clair. Donc ça s'est relativement bien passé malgré tout, à part 2-3 désagréments, mais je n'avais aucun contrôle. Quand les gens savent qui sont les organisateurs et qui est l'éthique de travail, et que les gens savent en plus qu'est-ce qui est attendu de leur part, quelle est la démarche militante qu'on attend d'eux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir 2-3 casse-couilles qui vont faire chier ou une bande de casseurs qui vont tenter de pénétrer le cortège pour aller faire les couillons. Ça veut dire simplement que la majorité est quand même là, bienveillante et bien disposée en comprenant l'éthique de travail, en prenant ce qu'il y a à faire, et qu'elle ne va pas tolérer justement que des gens viennent foutre la merde. Parce que c'est d'abord, moi ce que je pense d'abord, c'est la question de la sécurité des personnes qui viennent. Le moindre casseur qui va provoquer un flic en lui jetant un pavé à la gueule et en clair créer sa réaction, parce que forcément il va y avoir une réaction de l'autre côté,
la réaction en général policière, elle n'est pas ciblée sur la personne qui fait chier. Elle est générale, elle est large. Elle est à large spectre, ce qui signifie qu'il va forcément y avoir des dommages collatéraux qui peut être la petite vieille qui se trouve dans le cortège qui, elle, n'a fait chier personne, qui peut être une jeune fille qui, pareil, ne faisait chier personne, qui va se prendre un coup de LBD à la gueule pour ça. Donc ça, c'est hors de question pour moi. Je ne tolère pas du tout les casseurs, et si nous voyons, parce qu'on a quand même des vieilles troupes qui sont dans les cortèges, donc moi je circule toujours, vous ne m'entendrez pas faire un petit discours dans le cortège ou faire quelque chose comme ça, je circule d'avant en arrière à chaque fois qu'on est en manif, pour vérifier que tout se passe bien, pour demander aux camarades qui ont l'habitude de venir, d'intervenir s'ils voient quelque chose, et en tout cas de surveiller, et eux ils me briefent. Donc si jamais il y a le moins de problèmes, très clairement, les casseurs, les gens qui sont là avec des idées malveillantes, on les éjectera, pas seulement moi, mais directement vers les flics. Parce que on veut d'abord garantir la sécurité du cortège, s'assurer qu'on aille jusqu'au bout de nos objectifs et ne pas donner en plus d'images pourries aux médias qui pourront encore nous insulter d'être des voyous. C'était en gros ma réflexion, parce que ne pas donner d'images pourries, ça peut être une bonne. C'est effectivement ce qu'il faut faire, je pense, mais malgré soi, des fois, les personnes qu'on dit en haut peuvent se démener pour justement, c'est ce que je disais, inversement, c'est-à-dire qu'il y a les casseurs qui sont peut-être amenés, on ne sait jamais comment, qui sont des casseurs qui c'est un petit peu organisé, des fois on peut supputer, mais que aussi que ça vienne d'en haut, c'est-à-dire qu'ils peuvent trouver des images éventuellement pour trafiquer la chose. On ne sait jamais. Tout peut éventuellement se voir sous le prisme. Oui. Donc, oui. On pense bien qu'il y a forcément des gens qui arrivent non pas en étant des individus un peu nihilistes et dans le pathos et qui réfléchissent pas, mais vraiment des gens qui savent pourquoi ils viennent et qui sont peut-être, je ne sais pas si on peut dire payés, mais en tout cas qui sont sous commande, très clairement, d'autorités politiques. C'est difficile à justifier. Pour l'instant, on n'en a jamais attrapé un pour lui enlever sa cagoule et puis savoir d'où il venait. Personne n'a fait ça dans les manifestations, attraper des casseurs. Donc ça, c'est un premier point, ne pas avoir peur de les attraper, leur enlever la cagoule et puis de chercher à avoir leur identité. Effectivement, une organisation citoyenne quelque part, une organisation citoyenne. Mais sinon, pour faire une question double, parce qu'on a parlé de l'organisation, de comment... Tu as dit d'où partirait, etc., pour vous rendre après d'un point A à un point B. Ensuite, tu as énoncé l'idée de rentrer de manière organisée pour dialoguer avec les médias. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que ça fait une question double, parce que dialoguer avec les médias, ça suppose quand même qu'il y ait effectivement une certaine forme de clarté et qu'il ne faut pas faire de faux pas, en quelque sorte, comme tu le dis, c'est montrer patte blanche. Est-ce que tu pourrais, quelque part, développer l'idée de comment, effectivement, dialoguer avec les médias mainstream? Parce que ça, c'est intéressant, effectivement. Sont-ils dans la capacité de dialoguer, en fait? Alors, en fait, ils le seront quand ils auront peur. Il faut être clair déjà avec ça. C'est certainement pas d'eux-mêmes qui vont venir à nous en disant bon, on regrette de vous avoir censuré jusque-là, ou de vous avoir diabolisé, de vous avoir fait passer pour des complotistes. Ça va pas venir naturellement. Ça ne viendra que s'ils se sentent pressurisés. Et quand je dis que des milliers de personnes qui sont face aux locaux des grands médias peuvent mettre une pression monumentale, c'est parce que tout simplement il faut se mettre à la place de ces gens qui travaillent dans ces locaux. Ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas le droit de fumer à l'intérieur de ces locaux. Donc ils vont être comme tout le monde, ils vont prendre leur café de temps en temps, ils vont aller fumer leur clope dehors. Et quand ils voient des milliers de perdus qui les regardent de façon plutôt hostile, parce que ça fait 3 jours que les mecs qui sont là et qui tiennent le pavé, qui sont pas rentrés dans les locaux, mais qui commencent à ronger leurs freins parce qu'ils en ont marre que ça avance pas, faut comprendre la pression psychologique que cela fait, parce qu'on se dit bien, ça va finir par me dépasser, je sais pas ce qu'ils vont faire ces gens-là. Donc déjà, il faut leur faire sentir le sentiment qu'à un moment ou à un autre, s'ils ne répondent pas, ça devient risqué pour eux. À partir de là, je pense qu'une délégation n'aura aucune difficulté pour aller s'entretenir avec les directions de tous ces grands médias, publics et privés. Et évidemment, la stratégie ne peut pas être la même en fonction des médias que l'on va visiter. Des médias privés sont dans leur bon droit d'avoir leur propre ligne éditoriale, quand bien même on peut le regretter, ils sont dans leur droit. Donc la seule chose qu'on peut négocier, c'est simplement dire, écoutez, soyez plus sympa, en clair, avec les médias privés. Maintenant, les médias publics, c'est pas du tout la même chose parce que ceux-là, ils nous appartiennent.
Donc la liberté éditoriale, clairement, à titre personnel, je considère qu'ils n'en ont pas. Ils sont censés rendre compte de la diversité des opinions. D'ailleurs, c'est une la loi Léotard sur le CSA l'institue bien. Je ne sais plus le nom de l'article qui le définit, mais les médias publics doivent rendre compte de la diversité d'opinions. Et j'aurais tendance à dire que les médias subventionnés aussi, à partir du moment où il y a de l'argent public qui leur est versé, ils n'ont pas une liberté éditoriale, contrairement à ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement. Voilà. Donc nous, on est en capacité quand même d'être un peu plus ferme. Donc dans ces revendications-là, clairement, moi c'est plutôt la maison de la radio que je vise, même si France Télévisions sera clairement mis à l'amende. Mais la maison de la radio pour une raison bien précise. Autant la plupart des gens, quand il faut se mettre à la place des Français cette fois-ci, du français moyen, pas du français militant, investi politiquement, mais le tout venant, c'est-à-dire la majorité des gens qui n'en ont rien à foutre de la politique. Il faut penser à son oncle, son voisin, son collègue qui, à chaque fois qu'on cherche à lui expliquer quelque chose sur le plan politique, il en a rien à foutre. Celui qui ne vote pas ou qui va voter bêtement, quoi, comme on lui dit. Ces personnes-là, elles vont pas forcément regarder les actualités le soir à la télévision. Elles vont certainement pas aller sur Internet rechercher de l'information alternative. Donc les gens qui me parlent à chaque fois de dire oui, mais tu te rends compte, on a des super médias alternatifs, c'est avec ça qu'il faut jouer. Non, mais ça c'est pour nous. C'est l'entre-soi. Nous, on se réinforme mutuellement parce qu'on est déjà éduqué politiquement, parce qu'on est curieux et parce qu'on sait où chercher de l'information. En revanche, le tout venant, la majorité des gens n'en ont strictement rien à foutre. C'est même pas qu'ils savent pas où chercher, c'est qu'ils en ont rien à secouer. Par contre, le matin ou le soir, quand ils vont bosser, qu'est-ce qu'ils font machinalement, comme tout le monde? Ils vont mettre leur autoradio en route dans leur voiture et ils vont écouter les actualités. Ils vont peut-être pas les écouter le soir sur la télévision, mais ils vont au moins les écouter le matin ou le soir sur leur autoradio. Or, si on récupère France Inter, c'est clairement ça qui sera négocié. C'est de dire, nous, on veut France Inter, 24 heures sur 24 du temps d'antenne, toute l'année. On vous récupère la totalité. Vos journalistes, vos animateurs de merde qui font de la propagande bobo, pro-Macron, pro-système, etc., vous les placez ailleurs, mais nous, on n'en veut plus. On va mettre nos animateurs, nos journalistes, on va avoir nos invités, on va avoir nos émissions directement. Et ça va être à chaque fois avec... on va faire attention à ce que demandent les gens, le peuple, directement. Quand il y aura des gens qui nous diront, vous invitez pas assez telle personnalité, on veut l'entendre, eh ben, on fera en sorte que cette personnalité soit invitée. Quant aux journalistes que l'on placera, moi je pense tout simplement à ce qu'on a sur Internet. Par exemple, sur Vécu, il y a des bons journalistes pour le coup, mais il y en a aussi dans d'autres branches comme Thinkerview. On pourrait penser à Grégory Tabibian qui est à moitié dans le journalisme, à moitié dans l'animation, on va dire, dans l'humour. On pourrait penser à Tatiana Ventose. On pourrait penser en fait à plein de gens que l'on a en tête qui nous permettent de nous réinformer, de nous donner un regard très alternatif sur l'actualité, sur l'information en général, qui mériterait tout simplement d'être embauchés dans le service public de l'information, parce qu'ils font un très très bon travail. De même que nous avons plein d'humoristes alternatifs que nous écoutons, de même que nous apprécions en général écouter des conférences ou des comment dire, des débats qui sont assez relevés, qui prennent du temps, où on prend le temps justement de comprendre un sujet, que ce soit sur l'histoire, la philosophie, la démocratie, la géopolitique, la monnaie, enfin voilà, avoir des... ouais, mais je crois que tu touches du doigt quelque chose, qui est très important. Là, on rentre un petit peu dans un domaine philosophique, mais ça l'est toujours. C'est le domaine du temps. Et tu viens de parler du domaine du temps, parce que quand on regarde justement les médias qui ne sont pas les médias officiels, le temps n'est pas le même. Et justement, les gens disent souvent « je n'ai pas le temps ». Et moi, je connais des gens autour de moi qui disent ça. Je n'ai pas le temps de m'informer autant que toi. Comment tu fais? Parce qu'il y a des émissions qui durent 2 heures, 3 heures, etc., etc. Et je pense qu'au fur et à mesure, je pense que c'est une des premières peurs de la part des médias mainstream, parce qu'ils n'ont pas cette capacité justement à prendre le temps, parce que ça leur est imposé. Nous sommes dans un monde où le temps fuit. Nous n'avons pas le temps. Et je pense que ce qui se passe avec les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes, et au-delà, parce que pour moi, les Gilets jaunes sont en train de muter. On passe dans une autre mutation, dans une forme qui fait dire que l'empreinte du temps va changer, parce qu'on va changer de société, pour le dire simplement, avec un temps qui sera beaucoup plus disponible pour la culture.
Je sais pas si tu le vois comme ça un peu, mais voilà, c'est un peu. Je pense, bon alors ça justement, tu vois, pour avoir discuté beaucoup avec quand même pas mal de journalistes depuis 5 ans qu'on va devant les médias, il est évident qu'on a discuté avec beaucoup de journalistes. Euh, Nous, c'est plutôt la diversité d'opinions qui nous intéresse. Alors Et aussi, eux, oui. finalement, quand ils font une critique des médias, ils parlent de l'empire de l'actualité. Donc finalement, ils sont plus sur le rapport au temps pour traiter correctement des sujets et puis avoir une diversité d'opinions sur ces sujets-là, le traiter correctement, tout simplement, en disant on nous fait chier pour faire les choses des formats très courts. Donc on n'a pas le temps d'exploiter correctement un sujet et de pouvoir informer comme on aimerait. Donc c'est là-dessus que effectivement eux-mêmes les journalistes sont d'accord avec ça. Le rapport au temps sur le traitement de l'information est négligé. Donc là-dessus, on pourra que s'entendre. Hein. Je veux dire, avec les journalistes, on pourra au moins avoir une base commune pour s'entendre. Je pense aussi que quelque part, on nous pousse à la médiocrité. Si on regarde plein d'aspects de ce qui est promu dans notre société aujourd'hui, on nous descend plutôt qu'on ne cherche à nous élever. Donc évidemment, sur la question du temps pour s'informer, on pousse les gens à considérer que ne pas prendre le temps, c'est parce que tout simplement, on aura toujours la bonne excuse des tâches domestiques, des enfants, du Ah bah boulot, de son parce qu'il n'y a pas le travail, temps. Il n'y a pas le temps tout court. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les gens n'aient pas le temps. Voilà, c'est le alors principe. qu'en réalité, on peut toujours le trouver. Il faut simplement aussi de redonner le goût un petit peu aux gens parce qu'on peut très bien écouter des choses machinalement en faisant la cuisine, par exemple. C'est un peu ce que nous on fait dans nos réseaux. Je veux dire, on aime bien écouter des conférences ou des vidéos ou des choses comme ça. On n'a pas toujours le temps nous aussi, mais enfin on se démerde pour trouver le temps parfois simplement d'écouter des gens ou des sujets qui nous intéressent et de prendre le temps. Mais parce qu'on a cette curiosité qui est, je pense, naturelle. Il y a 10% de la population où nous avons une curiosité qui est exacerbée. C'est pas que pour la population française, je pense que c'est quelque chose qui est très anthropologique. On a 10 autres % de la population où c'est l'inverse, où il n'y a pas non seulement le rapport au cognitif, à la capacité à faire des liens entre les informations est difficile. Ce sont des gens idiots, hein, très clairement. Et puis on a une masse générale qui est tout à fait bien câblée, mais qui n'a pas spécialement beaucoup de curiosité. Pourtant, on serait capable de comprendre ce qu'on pourrait lui expliquer. Simplement, on n'arrête pas de lui matraquer. Va travailler, consomme, ferme ta gueule, n'aie pas le temps, sois idiot, regarde Hanouna, enfin voilà. Donc évidemment, le niveau baisse. Le niveau baisse à cause de ça, alors qu'on a des gens qui sont tout à fait capables d'appréhender des réflexions. Et moi, il me semble qu'il faut simplement redevenir exigeant sur le plan culturel. Il y a une époque où, quand on regardait les lettres des poilus, au début du siècle dernier, c'était des gens qui savaient écrire, qui avaient vraiment une éducation qui était très forte. Et pourtant, on pourrait se dire, ouais, c'était pourtant il y a un siècle en arrière. On aurait dû progresser. On a reculé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des gens qui lisaient beaucoup. Oui, il y aurait beaucoup de choses à expliquer là-dessus, effectivement, et on pourrait d'ailleurs partir sur un sujet dans une autre interview avec plaisir. Hein, mais le principe de ce live-là, c'est quand même, tout ça c'est très intéressant, mais c'est aussi de continuer de parler de ce 3 octobre. Je ne vais pas insister, mais c'est comment dire aux gens, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens, pour qu'ils viennent. Bon, on en a quand même bien parlé, mais là, on a la chance peut-être d'avoir beaucoup plus de gens qui regardent ce live pour se dire tiens, j'irai bien devant les médias, effectivement. Quelle serait vraiment la chose à dire la plus simple pour que les gens viennent? Ah, c'est simple, franchement. Voilà. Non, mais c'est assez rapide d'y répondre. Qu'ils se sentent investis. Voilà. Bon, les enquêtes du CEVIPOF témoignent, alors c'est Sciences Po, hein, CEVIPOF, témoignent que les institutions médiatiques sont les plus détestées avec les partis politiques. Quand on va sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la majorité des Français, des dissidents, sont énervés contre les médias parce qu'ils en ont marre de leur propagande, de leur censure, ou là on le voit avec le Covid, c'est un matraquage et tout le monde est indigné. Sauf que c'est très bien de se dire on est indigné sur quelque chose, mais c'est encore mieux quand même de savoir se retrousser les manches et dire ça suffit. Les médias ne sont pas une abstraction. Ils ont des bâtiments réels, physiques, avec des personnes qui travaillent dedans, qui sont bien bel et bien réelles. C'est pas quelque chose d'imaginaire sur lequel on n'a pas prise. Ce sont des institutions réellement existantes qui sont physiques. Donc,
À partir du moment où on se dit indigné par le traitement médiatique et qu'on fait parfaitement la relation entre le fait que notre système politique se dégrade de plus en plus et que c'est certainement pas nos opinions politiques sur les questions de démocratie, de régulation économique ou de géopolitique ou peu importe, qui auront une chance d'exister sur l'espace public tant que ces médias-là continueront leur travail de sape, bah, à un moment, il faut quand même leur mettre la pression. C'est tellement évident. C'est, je veux dire, les révolutionnaires qui... Chavez a commencé par reprendre le contrôle d'un média public avant de partir en prison et plus tard d'être élu. Il a fait comme ça. Ceausescu a été renversé d'abord. La première initiative des révolutionnaires de l'époque, c'est d'avoir repris le contrôle de la télévision publique nationale. Il me semble qu'en mai 68, la maison de la radio avait été aussi conquise. Alors il y a eu un renversement intérieur, mais il me semble que les manifestants étaient venus. Aujourd'hui, on n'a plus du tout, alors que la France est quand même un pays de révolution. On savait qu'il fallait aller au-devant du Parlement, au-devant de certaines institutions cibles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toute notre conscience révolutionnaire, tout ce qui a fait des révolutions passées, comment ça a fonctionné, ce logiciel a été perdu. Il n'y a plus la dimension tactique et stratégique qui consiste à dire on va occuper des bâtiments où il y a des institutions cibles. Les Serbes, il n'y a pas très longtemps, se sont révoltés contre le port du masque, qui était obligatoire aussi chez eux. Bah, pendant 3 jours, ils étaient devant leur parlement. Ils n'étaient pas en train de cavaler dans les rues, à droite, à gauche, dans les centres-villes. Ils sont mis là où il fallait être, devant leur parlement. Et quand je dis il faut aller devant les médias, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est vraiment la première chose dont on doit reprendre le contrôle, c'est de l'information, pour pouvoir parler à tous les Français, pour pouvoir adresser un message aux armées aussi, et dire à un moment, il va falloir que vous interveniez dans toute cette affaire. Pour aussi faire le réquisitoire d'Emmanuel Macron, parce qu'à un moment, si on veut le renverser, il va bien falloir expliquer pourquoi ce type-là n'est pas légitime à gouverner le pays, et pas sur des considérations idéologiques ou politiques, mais bien sur des considérations de droit, c'est-à-dire quel droit pénal, constitutionnel ou international il a violé. Or, il se trouve qu'il a beaucoup de casseroles, mais il faut le faire entendre aux Français. Donc, c'est un problème d'information déjà à communiquer, d'une façon générale. Mais plus largement, ce sont des institutions politiques, et les médias en font partie, qu'il faut reprendre. Le Parlement devrait être occupé tous les jours. Au lieu d'aller cavaler dans les rues à droite à gauche, les Gilets jaunes devraient se dire on devrait occuper certains bâtiments stratégiques. C'est toujours pas considéré comme ça, et je le regrette. Je pense que ça évolue parce qu'on est moins nombreux, donc aussi la communication entre nous avance un peu mieux. Mais c'est ce que j'essaie de faire entendre, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un livre, pour expliquer ça, qu'à un moment, quand on fait de l'occupation physique de l'espace public, de la rue, il faut pas simplement marcher dans des centres-villes, il faut vraiment être dans les bons endroits et même préférer le statique. Bah oui, bah justement, ce qui ressort dans ton livre, même si je ne l'ai pas lu, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai survolé, ça sera plus tard. Ton livre, c'est Révolte, hein, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Et c'est autour de 3 grands axes, quoi, si je ne me trompe pas. Hein, tu reprends-moi, mais c'est oppression, résistance, assainissement. Donc c'est vrai que là, je te fais vraiment le survol. Mais en gros, c'est un petit peu ce que tu décrivais, c'est-à-dire qu'on passe par des étapes. Bah déjà, il s'agit de caractériser l'oppression. Donc c'est le premier volet de mon livre, c'est expliquer, je pars depuis l'ère Sarkozy parce que je ne peux pas remonter non plus jusqu'à Pompidou, mais depuis l'ère Sarkozy, j'explique quels sont les différents crimes qui ont été commis par notre oligarchie, quelles sont les trahisons que nous avons subies, j'explique les lois qui évoquent ces crimes d'État, qui font bien la relation entre des affaires qui ont été médiatisées pour le coup, mais qui ont été ensuite glissées sous le tapis, on n'en a plus parlé. Alors qu'en fait, elles relevaient réellement du droit pénal, elles auraient dû, dans un état de droit qui se respecte, logiquement, il y aurait dû avoir des magistrats ou des députés qui se soulevaient là-dessus et qui auraient engagé des poursuites contre les politiciens. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, on peut justifier qu'il y a une oppression contre le peuple. La deuxième partie, c'est évidemment la résistance. Quand on a bien compris que nous sommes opprimés, que nous sommes légitimes à résister, bah, il faut bien expliquer à la fois sur le plan théorique, c'est quoi le droit de résistance. Alors ça bloque ton image, je ne sais pas si tu me reçois encore. Oui. C'est peut-être moi, comme je... voilà. Le droit de résistance, faut l'expliquer dans la théorie du droit, sa philosophie, et aussi dans le droit pénal existant, le droit constitutionnel, le droit international, en sachant que pour les juristes, le droit de résistance est bien considéré comme un droit de résistance violente,
C'est pas forcément pacifique. Donc c'est pas parce que je promeus le pacifisme que je nie l'idée que la résistance peut être violente. Simplement, c'est une question de rapport de force intelligemment considéré. Et sur le plan pratique, comment on résiste? Donc il y a évidemment la question de l'occupation de certains bâtiments stratégiques comme les médias, comme les régiments militaires pour sensibiliser les armées. En clair, non pas à faire un putsch, mais clairement à dire nous n'obéissons plus à la personne qui se proclame chef d'État. Nous allons nous référer à la Constitution qui dit dans son article 7 qu'en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main et qui organise des élections anticipées. Donc ça, c'est ce qu'on peut attendre de l'armée. Pas faire un putsch, mais clairement ne plus obéir aux ordres de Macron. J'évoque aussi dans la question de la résistance la question des symboles. Durant l'occupation nazie, on décrochait des drapeaux européens, soit en Grèce, soit en France, ou ailleurs, enfin des drapeaux nazis. Les soviétiques aussi ont décroché des drapeaux soviétiques. Les Kurdes décrochent des drapeaux turcs. Donc la question du drapeau européen a un sens là-dessus, puisque l'oppression est quand même instituée par l'Union européenne aussi. Elle a ses symboles. On peut les attaquer, ces symboles. Il y a tout un tas d'autres modes de résistance que j'explique. Et le troisième point, c'est donc effectivement le volet sur l'assainissement. C'est-à-dire comment on fait un gouvernement de transition en urgence, parce que si on ne prévoit pas ça, l'oligarchie, si on laisse un vide, elle le reprendra. Hein. Si on n'a pas prévu la transition politique, clairement, eux le prévoiront. Ils seront aux aguets. Comment s'assurer qu'on fasse la purge, donc tous ceux qui nous ont trahis dans les hautes institutions, que ce soit les politiciens ou les hauts fonctionnaires, des magistrats, etc., qui sont véreux, comment on les dégage, très clairement, et quels sont, on va dire, les critères politiques minimums pour garder la main ensuite, donc la démocratie, la constituante, le RIC, des choses comme ça. Donc j'évoque un petit peu toutes ces questions sur la dernière partie du livre. Et justement, tu as soulevé une question qui est importante, ça fait le lien, parce que tout est ponctué par un petit peu ça, et c'est un peu une obsession, on a tendance à le voir souvent. On parle de violence policière, il y a la violence, alors moi je me référais bien à Jeunet, dans sa Violence et brutalité, un article qu'il a écrit dans Le Monde, donc il fait clairement la différence entre la violence, qui est plutôt naturelle et qui est légitime, et la brutalité qui ferait plutôt partie justement de ce qui est officiel, de l'État, etc. Récemment, j'ai pu avoir la chance de voir le documentaire de David Dufresne sur un pays qui se tient sage. Donc il parle justement des violences policières. Tout ça mis en relation dans tout ce que tu as expliqué. Comment peut-on expliquer la situation de la violence et de la brutalité à partir du moment où on est légitimement en place pour réclamer une liberté d'expression, et comment ne pas craindre quand même une certaine forme de violence, parce que je pense que beaucoup de gens vont avoir peur aussi de cette violence qui est quand même très palpable depuis 2 ans. Alors c'est là où il est intéressant pour moi de parcourir un peu le droit international ou le droit constitutionnel d'autres pays sur le droit de résistance pour se faire une petite opinion sur ce rapport à la violence. Les Allemands ont introduit le droit de résistance dans leur arsenal constitutionnel d'une façon que je trouve plutôt intelligente, qui est de dire grosso modo le droit de résistance est garanti au peuple allemand dès lors que tous les moyens légaux ont été envisagés auparavant. Donc en clair, on envisage le fait d'une résistance violente, mais d'abord on dit au peuple démerdez-vous pour essayer d'utiliser tous les moyens pacifiques et légaux avant. Parce qu'il y a toujours des options à prendre. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'en France, on a plein de moyens pacifiques et légaux à envisager avant même de considérer la violence, qui de toute façon, pour l'instant, ne nous est pas favorable. Encore une fois, on n'est pas un peuple en armes. Les Suisses, c'est un peuple en armes, par exemple. Ils ont déjà la démocratie, donc même s'il y avait une tyrannie qui s'installait, comme ils sont tous armés, disons que ce serait déjà bien compliqué pour les politiciens suisses d'implémenter une tyrannie. Nous ne sommes plus un peuple armé, nous n'avons même plus une formation militaire puisque la conscription a été suspendue. Donc nous n'avons même pas d'expérience sur l'état militaire et savoir ce qu'il faut faire dans l'opérationnel. À partir de là, il faut envisager tout ce qu'on peut faire pour éviter les confrontations.
Les confrontations policières sont possibles à éviter pour l'essentiel. Moi, je le justifie avec les manifestations qu'on a eues, puisque si on est procédurier, encore une fois, même si ça agace certaines personnes le fait qu'on veuille jouer le jeu des procédures, si on est procédurier et que clairement l'autodiscipline est pour tous et qu'on se dit voilà, nous on n'est pas là pour tout casser, pour créer du désordre ou pour provoquer les flics, déjà légalement on ne donne aucun argument juridique à un préfet pour employer la force contre nous. Or, si jamais, malgré le fait que des gens soient dans une manifestation déclarée, qui se tient bien, tout est respecté, les lieux, les horaires, les gens se tiennent bien, et que malgré tout on est dispersé de façon violente, là c'est le préfet qui se met dans son tort. Donc c'est déjà faire en sorte que lorsqu'il y ait des abus, on soit certain que de notre côté, on n'ait absolument rien provoqué. Qu'on soit responsable d'aucun des abus qu'il peut y avoir de l'autre côté. Parce que ça peut déjà permettre ça permet de légitimer la légitime défense déjà. C'est avant même de parler de violence ou de résistance à l'oppression sous l'angle de la violence, c'est la légitime défense. On voit, ils y vont quand même. Ils y vont bien en ce moment. Ils sont bien dans leur tort quand même. Bien sûr. Et puis avec la Bravem qu'ils ont monté pour reprendre ce qu'on appelait autrefois la voltige, qui viennent terroriser les gens et qui, là, il y a pas mal de choses à dire. Après, il faut quand même aussi, il faut vraiment discuter avec les policiers. Moi, je le fais constamment parce qu'effectivement, on va tomber comme partout sur des connards. Il y en a partout. Et puis, il y a aussi des gens qui sont d'accord avec nous. Et ça, quand on est dans le pathos anti-flic primaire et qu'on veut pas s'intéresser déjà aux mécanismes psychologiques qui font qu'ils ont une tendance à obéir bêtement à des ordres qui sont parfois illégaux, on comprend pas parce qu'on discute pas avec eux. Donc il y a évidemment cette logique de la discipline, de l'esprit de corps qui vient pourrir un peu les choses, de dire mon collègue m'a un jour couvert lorsque j'ai un peu déraillé, donc moi je vais couvrir mon collègue si lui-même il déraille un peu. C'est ça l'esprit de corps qui nous casse les pieds. Il y a tout simplement le frigo. Ils ont peur d'avoir des ennuis avec leur hiérarchie qui en général ne vient pas du terrain, qui sont des gens formés dans les hautes écoles administratives et qui sont propulsés directement dans leur hiérarchie. Donc ils n'ont pas d'expérience du terrain, ils ne comprennent pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans ces policiers qui nous soutiennent, qui disent maintenez la pression, faites juste les choses le plus propre que possible. Parce que nous, on a aussi c'est avantageux pour nous. Nous sommes de simples citoyens. Et puis même en tant que flic, moi je me suis entendu dire comme ça par un CRS qui était très fier il avait une 50aine d'années, le gaillard. Il était très content de discuter avec moi parce qu'il voyait que pour une fois, il y avait un manifestant qui discutait tranquille avec lui. Et puis il me disait, moi je suis très fier parce que dans toute ma carrière, j'ai jamais tabassé quelqu'un gratuitement. Enfin, je me suis déjà défendu, mais j'ai jamais tabassé comme ça pour le plaisir quelqu'un. Et puis surtout, je suis d'accord avec votre revendication sur le RIC parce que si on l'obtient, ce foutu RIC grâce à vous, eh ben nous, on sera plus mobilisés autant pour des manifestations puisque les citoyens n'auront plus besoin de manifester à tort et à travers pour des revendications politiques vu qu'ils auront un mécanisme démocratique qui leur permettra de défendre leurs opinions politiques et d'en faire des lois. Donc il y a des gens qui sont très conscients de ça. Il y a un syndicat de policiers qui s'appelle Vigie avec Alexandre Langlois qui est à sa tête et puis d'autres policiers qui l'ont rejoint. Ces gens-là, clairement, ont une vision d'une police républicaine. Très clairement, où c'est pas une police soumise aux ordres du gouvernement, mais qui est là pour réellement rendre service à la population. Donc, il faut faire attention à ne pas rester quand même dans cet esprit de logique, enfin, dans cette logique anti-flic primaire qui nous empêche de regarder des individus tels qu'ils sont. Oui, c'est sûr. La logique anti-flic primaire, je suis d'accord, mais que dire de ceux qui se permettent de tirer quand même avec leur LBD etc. Non, mais on est d'accord, il pourrait très bien dire maintenant je tombe les armes, je m'en vais, je ne suis plus policier pour ça. Je ne veux pas en entendre parler. C'est pas eux qui le diront, mais la logique qu'on devrait réussir à faire entendre, et là je pense que c'est à tous les policiers, c'est pour ça que je pense que justement il faut raison garder. Il faut absolument éviter d'être à chaque fois dans la confrontation stérile et puis les insultes quotidiennes contre des flics, en se disant que la majorité d'entre eux vont travailler le plus honnêtement que possible malgré tout, vont pas forcément, comment dire, être dans notre sens de façon prosélyte, mais en tout cas vont pas forcément nous pourrir gratuitement. Ils vont répondre à des ordres, que ça leur plaise ou non.
Et une minorité d'entre eux, une toute petite fraction, eux vont vraiment avoir des esprits de voyous. C'est des gens qui ne devraient pas être policiers, qui devraient être jugés pour leurs crimes, et clairement, pour certains, aller en prison. Je veux dire, quand il y a eu des blessés, c'est évident qu'il y a des gens qui doivent aller en prison. Ouais, mais là, c'est quand même intéressant, parce que pour une minorité, ça fait quand même du chiffre. On a vu que quand même depuis 2 ans, c'est toute l'institution qui est salie. Mais si on veut que ces gens-là soient justement lâchés, sachant que leur hiérarchie, c'est fonction, on va dire, des intérêts politiques, hein, savoir manœuvrer pour dire j'en sacrifie un, et pour ne pas avoir à sacrifier les autres et pour mes intérêts politiques, au contraire, je les couvre pour me couvrir politiquement, peu importe. Donc la hiérarchie, de toute façon, et puis l'IGPN, on ne peut pas compter dessus. Par contre, leurs collègues, il y en a quand même beaucoup qui ont une conscience. Et la difficulté, encore une fois, et c'est surtout c'est là où c'est dommage que les Français n'aient plus cette expérience militaire, parce que ça permet vraiment de comprendre ce problème d'esprit de corps, c'est de faire comprendre aux policiers qui globalement bossent bien, ne sont pas forcément super sympas avec nous, mais en tout cas bossent le mieux possible, de dire écoutez, votre esprit de corps, va falloir vous asseoir dessus. Parce qu'on peut comprendre que vous soyez obligé d'avoir ces logiques de discipline, ça concourt à votre survie. Quand on a fait l'armée, on comprend à quoi ça sert la discipline, on comprend à quoi sert l'esprit de corps quand on a fait l'armée. Mais si un de vos collègues qui déraille et que vous n'osez pas le dénoncer parce qu'un jour il vous a couvert quand vous-même vous étiez borderline, on va dire, on va jamais s'en sortir. À un moment, il faut que vous restiez exemplaires tous. Et s'il y en a un qui n'est pas exemplaire, il faut qu'il assume. Donc, il n'y a que en ayant justement une façon intelligente d'aborder les flics en disant d'abord, nous, quand on est en manif, on est exemplaires nous-mêmes, on leur donne aucune occasion de nous faire chier. On maintient le contact, on continue de discuter avec eux parce qu'on va forcément trouver des policiers qui acceptent de discuter. Hein. Ça, à toutes les manifs, il y a des flics qui manifestent, qui discutent avec nous, très clairement. Donc, il faut discuter avec ces gens-là, comprendre leur point de vue institutionnel, qui comprennent aussi notre point de vue, et puis les sensibiliser, leur dire à un moment, ça va compter aussi sur vous. Et s'il y a des gens qui se comportent comme des salauds, ils salissent toute votre institution. Vous aussi, vous êtes salis à cause de certains de vos collègues. Désolidarisez-vous. Mais si on n'est pas capable de leur dire parce qu'on est dans l'invective constante et qu'on veut être dans la provocation, on ne peut pas en fait faire avancer les choses. Il faut reconstruire en fait une discussion. Excuse-moi, est-ce que tu as une petite lumière? Parce qu'on commence à plus te voir. Enfin, tu es très sombre. Ah, attends. Voilà. Voilà. Effectivement, ça change la donne. Voilà, parce que sinon, au fur et à mesure, on te voit disparaître dans la pénombre. Ouais, le soir tombe. Voilà, et ben oui, effectivement. Donc, par rapport à tout ça, donc il faut que les gens, effectivement, donc pour faire un petit résumé, faut qu'il n'ait pas peur de venir devant les médias mainstream pour revendiquer une liberté d'expression simplement, et pas que. C'est la légitimité de s'exprimer à travers ces médias qui ont été accaparés au fur et à mesure par le pouvoir, pour le dire simplement. Mmh. Voilà. Autre chose, tu parles, parce que ça je trouve que c'est intéressant, tu parles du procès de Theremin dans ton film. Donc le cas Snowden par exemple, ou en ce moment Assange avec son procès qui se tient depuis une semaine à Bailey à Londres. Effectivement, on voit que quand même il y a un gros problème concernant ce qu'on appelle la liberté d'expression, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce terme, mais restons sur ce terme. On s'aperçoit que quand même dans le monde entier, il y a quand même un gros problème en ce moment avec tout ce qui se passe d'un point de vue économique, politique, et que c'est quand même pas une simple tâche. Et je trouve que c'est très important quand même de parler de ça, effectivement, des médias, et que ton initiative est quand même très bonne à ce niveau-là, quoi. Mais c'est une lourde tâche quand même, parce qu'il n'y a pas que France 2. Ça émane de plein de choses, quoi. Tout à fait. Voilà, donc faire le procès des gens qui vont pouvoir demander la liberté d'expression, je trouve ça assez phénoménal, quoi, quand même, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, le procès Theremin est une analogie avec Snowden, c'est pas avec Assange qui est à Londres. Mais Snowden. Dans le sens où en fait, le crime de trahison existe bel et bien dans le droit pénal français. Et la trahison, c'est un concept qui est vieux comme le monde, qui a toujours été compris depuis l'Antiquité. Donc ça, c'est ce que j'explique, on va dire, dans la première partie du livre, où j'évoque le procès de Theremin, qui est un procès antique.
qui est grosso modo un lanceur d'alerte. Il fait partie de ce qu'on appelait autrefois les oligarques, qui n'a pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui dans la Grèce antique, qui avait pactisé avec les Spartes dans la Grèce, donc c'était des Athéniens qui avaient pactisé avec les Spartes, et qui anéantissait la démocratie de Solon, parce qu'il y avait un rapport de force avec les Spartes. Enfin, il y avait, bon, je ne vais pas remettre tout le contexte. Et l'un de ces oligarques-là, finalement, va se retirer et va alerter le peuple et dire, écoutez, on fait de la merde, les oligarques sont en train de s'assujettir à un rival, à une puissance occupante qui sont les Spartiates, et notre constitution démocratique va être abolie parce que les oligarques veulent le pouvoir, même si c'est parce que l'occupant nous le donne. Donc Théramène, voilà, c'est un lanceur d'alerte, c'est un oligarque repenti qui explique ce qui se passe. Et Snowden, c'est un peu finalement la même histoire, à peu de choses près. C'est quelqu'un qui travaille à la NSA et qui voit au fur et à mesure que les données qu'il traite, il y a des choses qui sont complètement illégales et aberrantes. Et à un moment, il trahit d'une certaine façon. Il va trahir les États-Unis en révélant toutes ces données. Donc, du point de vue des États-Unis, c'est un traître. Mais on pourrait aussi bien, alors nous, de notre point de vue, et même du point de vue d'un certain nombre d'Américains, on pourrait très bien dire c'est un lanceur d'alerte. C'est pas un traître. C'est quelqu'un qui a révélé des affaires qui étaient pourries, de l'espionnage de données de télécommunications sans que cela soit justifié réellement pour des raisons de terrorisme ou autre chose. Donc lui, sa conscience a parlé. Il est peut-être un traître du point de vue des autorités politiques, mais du point de vue des citoyens qui ont à cœur de défendre l'état de droit, les libertés publiques et individuelles, c'est un lanceur d'alerte. Or, ce que font souvent les politiciens, et c'est ce qu'on voit avec Théramène, c'est que les oligarques vont dire que Théramène est en fait un traître. Parce que justement, il les trahit. Au départ, il était d'accord avec eux, puis finalement, il devient lanceur d'alerte et il se retourne. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Snowden. Snowden a été qualifié de traître par les autorités américaines, alors que de notre point de vue, c'est un lanceur d'alerte. C'est en ça que la fable de... C'est pas une fable, c'est une vraie histoire, mais disons que elle a c'est un côté petite fable avec morale. Il faut faire attention avec le concept de trahison. Il y a des vrais traîtres. Macron en est un. Hollande en est assurément un. Sarkozy et Chirac aussi ont trahi à leur façon. Et il y a des gens qu'on va qualifier de traîtres alors qu'ils n'en sont pas. Mais ils sont juste des lanceurs d'alerte. Donc c'est une notion où il faut faire très attention à ce qu'on nous dit. Bon, de toute façon, en France, la question des trahisons n'est pas débattue, ne serait-ce que médiatiquement, pour nos politiciens. Donc déjà, ça règle le problème. Oui. Mais par contre, c'est bien, moi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la population dans ce comportement-là, quoi. C'est quand même, en ce moment... après, est-ce que tu penses qu'on a un peu fait le tour de tes idées qui sont véhiculées dans le livre, ou tu aurais quelque chose à ajouter, toi, quelque chose que j'aurais oublié? Un autre projet militant alors peut-être qu'il faudra laisser le lien vers le site qui est dédié à ça, notamment. Il y a un projet militant qu'on voudrait absolument mettre en place, il s'agit des tribunaux populaires. Bon, j'en parle aussi dans le livre, mais c'est vraiment le seul projet militant que j'ai jamais réussi à pouvoir expérimenter parce qu'il demande un petit peu de sous. En gros, c'est de jouer le procès fictif d'Emmanuel Macron. Alors, il y a 3 à 4 affaires qu'on peut lui mettre dessus. Il y a l'affaire Alstom, qui relève de l'article 423. Un petit peu comme là-bas, si j'y suis à un moment donné, non? Ils avaient fait un petit peu... Non, parce que c'était un procès politique. Pour moi, c'était... D'accord. Pour moi, c'était de la bouffonnerie, quoi. C'était pas du tout un vrai procès. Là, on parle d'un procès fictif. On va vraiment bien argumenter sur des faits réels qui relèvent du droit pénal et qu'on va qualifier dans le droit pénal avec une vraie défense, avec des vraies réquisitions qui sont portées par quelqu'un qui joue le rôle du procureur. C'est un procès extrajudiciaire, mais c'est un vrai procès. Donc, le but du jeu, c'est à partir de l'affaire Alstom notamment, qui est la meilleure affaire à exploiter. Il y en a d'autres. Il y a le bombardement qu'il a commis en Syrie ou la répression sanglante des Gilets jaunes. Hein, tout ça, ça peut être exploité sur le terrain judiciaire. Mais disons que si c'est un peu comme Al Capone. Al Capone, on ne l'a pas fait tomber pour ses crimes mafieux, mais on l'a fait tomber sur un à côté par rapport à des histoires de sous. Donc là, le but du jeu, c'est de dire on va essayer de faire tomber Macron à partir d'une affaire où on peut vraiment le saisir et le tenir par les couilles.
Si on fait son procès fictif devant public, donc dans des salles municipales, et devant la presse évidemment que l'on invite, donc on joue réellement son vrai procès. Il y a un procureur qui le charge, qui dresse ses réquisitions, qui explique en quoi il nous a trahis à partir de l'affaire Alstom, qui explique les lois qui vont avec. Il y a un avocat qui assure honnêtement, réellement honnêtement, sa défense, en disant oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que ceci, parce que cela. Et à la fin, on demande au public de voter la culpabilité d'Emmanuel Macron ou non par rapport à tout ce qui, par rapport à la discussion juridique qu'ils auront entendue sur l'affaire Alstom. Donc ça, c'est d'abord un gros exercice de pédagogie sur des lois pénales que les Français ignorent, sur l'explication d'une affaire. C'est aussi un travail de sensibilisation vis-à-vis de la presse. Et c'est un moyen de le délégitimer. Parce qu'évidemment, si ça commence à devenir un débat public et qu'on est en train d'expliquer qu'en fait, il nous a trahi, qu'il a violé du droit pénal qui vaudrait logiquement dans un état de droit qu'il fasse 30 ans de prison, s'il était réellement jugé pour ça, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Donc c'est assez intéressant de le délégitimer par cet angle-là. Donc on peut le faire, on a des comédiens qui sont prêts à jouer le rôle des avocats, du magistrat, enfin voilà, ils prennent tous les rôles nécessaires. On a un avocat qui soutient les Gilets jaunes, qui veut bien le faire, mais pas gratuitement. Il n'y a aucun avocat qui veut bien rédiger en fait les écritures, c'est-à-dire les réquisitions et la défense, la plaidoirie de défense. Ça, je ne veux pas le faire moi-même parce que j'aime le droit en amateur, je m'y intéresse, mais je ne suis pas diplômé. Or, si justement devant la presse, on veut justifier que ce que l'on fait a quand même une aura de légitimité, il vaut mieux avoir des gens qui soient diplômés, qui soient à la base des écritures. Donc cet avocat, lui, propose de nous assurer les écritures et des réquisitions et de la plaidoirie de défense pour 2000 balles. Donc si on collecte 2000 euros parce qu'il y a 2000 personnes qui mettent 1 euro dans une cagnotte, ne serait-ce que ça, donc c'est l'idée de ce site, c'est de faire en sorte qu'au moins cette initiative, elle reçoive 2000 euros. Moi, clairement, j'irai voir l'avocat, je ne peux pas dire son nom parce qu'il ne cherche. On va dire qu'il il va avoir des emmerdements si jamais son nom est public. Il voudra bien faire travailler son cabinet pour nous. Il fera ça pour très peu. C'est pas cher, 2000 euros. Un avocat qui fait ça pour 2000 euros, c'est pas cher. Il nous livre ces réquisitions et cette plaidoirie de défense. Nous, on monte les tribunaux populaires à partir de cette documentation et on aura des comédiens qui le joueront. Donc si on réussit à faire ça, je garantis pas que c'est ce qui va forcément faire tomber Macron dans la foulée, mais en tout cas, ça va clairement attaquer sa légitimité. Toutes les périodes révolutionnaires, on jugeait clairement, il y avait des procès extrajudiciaires, des autorités politiques étaient contestées. Donc il faut qu'on y vienne. Voilà, donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par ça à cliquer sur le lien, je pense, que l'on fournira, qui est sur le site des décrocheurs, où j'explique dans un article tout ça et je donne un lien vers un compte PayPal qui est dédié. Bah écoute, on mettra tout ça à contribution en mettant le lien. Très bien. Bah écoute, c'était une opportunité pour dire que le 3 octobre prochain, donc, il y a, comment on peut appeler ça? Le cortège, pas la manifestation. Le fait d'être présent devant les médias. Est-ce que tu peux répéter juste ce que tu as dit au début? On s'arrête 5-10 minutes. Pardon? Oui, rassemblement à 13h30 devant la maison de la radio, donc c'est avenue Kennedy voilà. Pour ceux qui cherchent. On y vient par le RERC à l'arrêt Kennedy, ou alors on y vient par la ligne 10 du métro, arrêt Javel, on traverse le pont Mirabeau et on est en face de la maison de la radio. Donc venez pour 13h30, on va rester sur place une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'élancer le cortège. Et que personne ne s'étonne si on reste 5-10 minutes devant chaque média. On ne va pas passer devant les médias comme ça en coup de vent, on s'arrête 5-10 minutes, on casse rien, on ne cherche pas à rentrer dans les locaux, on ne donne aucune justification au préfet en clair de nous faire chier et puis de blesser des gens, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut que tout le monde rentre le soir avec la patate et en se disant on n'a pas été gazé, on n'a pas reçu de coups de LBD à la gueule, on va revenir... J'ai un petit problème. Un petit problème d'enregistrement. Je pense qu'il va revenir. Sylvain, est-ce que tu me reçois?